L'Amérique latine traverse une crise perpétuelle. Pauvreté, inégalité, coups d'état, révolte, mouvements populistes qui sortent de nulle part, soupçons de fraude électorale, bref, la liste est longue. Mais s'il y a bien un domaine sur lequel la région reste à peu près stable, c'est bien son intégrité territoriale. Et pourtant, un conflit menace littéralement de scinder l'Argentine et le Chili en deux. C'est parti. Le Chili et l'Argentine sont les deux pays les plus au sud du continent américain. Ancienne colonie du Royaume d'Espagne, ils ont tous les deux conquis leur indépendance il y a plus de 200 ans au début du 19e siècle. Les territoires argentins et chiliens étaient autrefois occupés par différentes communautés indigènes, parmi lesquelles les Mapuches, un peuple originaire du centre du Chili et du sud de l'Argentine, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Araucanie chilienne et la Patagonie argentine. Jusqu'à présent, ils vivaient en paix avec les Argentins et les Chiliens, mais ce temps-là, il est révolu. Ces dernières années ont été marquées par une escalade des violences qui ont même contraint le gouvernement chilien à militariser une partie du pays. Depuis 2009, certains groupes mapuches se sont radicalisés et se sont engagés dans une lutte sans merci pour le contrôle de leurs terres ancestrales contre les États chiliens et argentins. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'utilise des guillemets quand je parle de leurs terres ancestrales. Étant donné que le gouvernement n'a montré aucun signe pour mettre fin à l'action des forces répressives dans nos communautés, nous avons pris une décision en tant que coordinadora mapuche Arauco Mayeco. Nous renonçons publiquement à la nationalité chilienne et nous décrétons la création du territoire de la nation autonome mapuche. Communiqué public en 2009 par le comité de coordination Arauco Mayeco Mapuche. Ce communiqué a clairement posé les bases de la crise actuelle. Mais quelles sont les revendications des Mapuches? D'où viennent-elles et dans quelle mesure menacent-elles l'intégrité territoriale du Chili et de l'Argentine? Un peu d'histoire. Les racines du conflit. Pour remonter à la source, il faut retourner au 19e siècle. À cette époque, la société mapuche est construite sur un système complexe d'alliances matrimoniales entre les familles les plus puissantes. Le pouvoir de chaque groupe est défini par la taille de son élevage, mais aussi et surtout par ses relations avec les troupes coloniales. Dans cette communauté, le pouvoir n'y est pas centralisé. Le concept même de peuple mapuche peut même être considéré comme une construction occidentale. En réalité, c'est un groupe très hétérogène, ce qui s'est avéré déterminant à plusieurs reprises. Avec l'indépendance du Chili et de l'Argentine entre 1810 et 1818, les Mapuches ont dû s'adapter au nouvel environnement politique et commencer à négocier avec des gouvernements dont l'objectif était de forger, de consolider un sentiment d'unité nationale dans les différents territoires indépendants. En gros, la création des nations chiliennes et argentines. Pour ça, trois concepts clés: la société, l'État et le territoire. Mais après avoir viré l'administration espagnole, les gouvernements nouvellement indépendants se sont rendus compte que leur pouvoir territorial théorique se confrontait à la juridiction des communautés indigènes. Les Mapuches, comme d'autres, contrôlaient en réalité la plupart des nouveaux territoires libres. Ils représentaient donc un obstacle pour la création des nations chiliennes et argentines. Au milieu du 19e siècle, les deux républiques avaient doucement mais sûrement gratté des territoires vers le sud pour leurs projets politiques respectifs. Une avancée ralentie à cause des premiers conflits internes. Pendant la deuxième moitié du 19e siècle, l'État chilien est beaucoup mieux organisé. Il publie un décret en 1866 qui établit que toutes les terres dont il n'est pas prouvé qu'elles soient occupées par les Mapuches pendant un an seraient considérées comme des friches et vendues aux enchères par l'État. C'est à ce moment que commence une croisade militaire connue par les Mapuches sous le nom d'occupation de l'Araucanie. À cette époque, la plupart des communautés Mapuches migrent côté argentin pour éviter un encerclement par les troupes chiliennes. Mais leur tranquillité est de courte durée. En 1878, l'État argentin lance un programme similaire à celui du Chili avec la soi-disant conquête du désert, une opération à grande échelle précédée de manœuvres similaires dans le sud de Buenos Aires. Après ça, le territoire des Mapuches est passé de 10 millions d'hectares à peine plus de 500 000 hectares. Bref, ils ont perdu 95% de leurs terres. Évidemment, même si les estimations varient énormément, selon les historiens, côté Mapuche, il y a eu beaucoup de morts. Après ces deux campagnes politico-militaires, les États argentins et chiliens considèrent que la question territoriale est résolue. Ils se lancent alors dans la construction d'un État moderne selon la théorie « gouverner, c'est peupler ». On assiste à d'énormes flux migratoires venant d'Europe qui changent complètement la réalité locale. On estime par exemple qu'en 1920, près de la moitié des habitants de Buenos Aires sont nés à l'étranger. Un XXe siècle passé sous silence. Au début du XXe siècle, entre un territoire mapuche décimé, une nouvelle société d'immigrés européens, une économie prospère et un monde dominé par les conflits, la question indigène a complètement disparu de l'agenda. Mais la réalité des Mapuches et leurs revendications sont, elles, toujours bien présentes.
Peu à peu, la situation économique et politique se complique autant en Argentine qu'au Chili. Les instabilités du milieu du siècle et les coups d'état militaires des années 70 font place à deux dictatures, avec côté argentin Jorge Rafael Videla et ses successeurs, et Augusto Pinochet côté chilien. Et c'est justement la dictature chilienne qui crée le Conseil régional Mapuche en 76, un organe consultatif dont le rôle est de promouvoir l'entente entre l'État et la population indigène de la région chilienne d'Araucanie. La question Mapuche est de retour sur la table. En réalité, lors du référendum chilien de 88 qui permit de chasser Pinochet du pouvoir, l'Araucanie était l'une des deux seules régions à être favorable au dictateur. Quoi qu'il en soit, à partir du milieu du XXe siècle, on observe à nouveau des manifestations et des actes de protestation. Ce sont les prémices de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, entre les années 50 et 60, des actions de résistance s'organisent contre la construction de barrages ou de projets d'exploitation agricole. C'est particulièrement vrai dans le centre du Chili. Entre les années 80 et 90, le retour de la démocratie dans les deux pays conduit à la naissance de nouvelles institutions dont l'objectif est d'établir des liens plus étroits avec les communautés autochtones. L'Argentine crée par exemple l'Institut national des affaires indigènes en 85. Côté chilien, la Corporation nationale pour le développement indigène voit le jour en 92. Pourtant, ces organisations ne semblent pas atteindre leurs objectifs et aujourd'hui, le conflit Mapuche s'est franchement envenimé. Le conflit éclate. Voilà pour le point historique. Évidemment, l'histoire des Mapuche est bien plus complexe, mais on a déjà les bases pour mieux comprendre les origines du conflit. On peut maintenant faire un point sur 2009, l'année où a lieu la déclaration de guerre. De nombreuses communautés Mapuches ne se sentent ni argentines ni chiliennes. Pour elles, les deux États sont seulement symboles de répression contre leurs ancêtres et leur culture. Il y a quand même deux points importants à souligner. Tous les Mapuches ne sont pas dans une démarche hostile ou combative, et les situations au Chili et en Argentine ne sont pas tout à fait comparables. Au Chili, en 2017, près d'1 700 000 habitants déclaraient appartenir au peuple Mapuche. C'est environ 10% de la population totale du pays. Par contre, en Argentine, la population Mapuche est beaucoup plus réduite. Environ 205 000 personnes se reconnaissent comme appartenant à cette communauté, soit à peine 0,5% de la population du pays. Évidemment, l'ensemble de cette communauté ne prend pas les armes. Du moins, pas encore. Je vous disais en début de vidéo que les Mapuches ne s'organisaient pas sous une direction centralisée traditionnelle. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Il n'y a tout simplement pas d'entité globale qui les pousse à s'unir pour une résistance armée. En fait, la part des Mapuches actifs dans les groupes violents représente une fraction de la totalité. La grande majorité vit en paix et interagit paisiblement avec les institutions nationales. C'est très important de le préciser pour éviter de stigmatiser le peuple Mapuche comme un peuple violent. Faut quand même relativiser ce sécessionnisme. D'après une enquête du Centre chilien d'études publiques, 70% des Mapuches s'opposent à la création d'un État Mapuche indépendant et 59% considèrent que le recours à la force pour réclamer des terres n'est pas justifié. Et puis, faut quand même préciser qu'au Chili, il n'y a pas de méthode 100% fiable pour reconnaître vos ascendances Mapuche. Le recensement se réalise à partir de l'auto-identification des personnes interrogées. Donc forcément, on a des cas de Chiliens créoles qui s'identifient comme Mapuches et d'autres, des Mapuches pour le coup, qui ne se reconnaissent pas comme tels. Bref, toute une thématique identitaire. Faut croire qu'il n'y a pas qu'en France que ça pose problème. Mais c'est l'émergence de mouvements organisés et armés qui, au fil du temps, a provoqué la spirale de violence qu'on connaît aujourd'hui. C'est le cas par exemple de la Coordinadora Mapuche Arauco Mayeco, mais c'est pas la seule. En 2014, la Mapuche Ancestral Resistance voit aussi le jour avec un communiqué qui met les autorités publiques en alerte. Nous ne voulons pas nous intégrer, nous voulons nous libérer. Ni argentins, ni chiliens, nous sommes une nation mapuche. Tous les territoires libérés pour l'ensemble de notre peuple. Mapuche Ancestral Resistance. Vous vous rappelez des campagnes menées par les armées chiliennes et argentines qui considéraient les Mapuches comme un problème commun? Et bah, c'est ce qu'on appelle un sacré retour de bâton. Et le 31 mai 2022, la Chambre des députés chilienne qualifie ces 4 organisations d'associations illicites à caractère terroriste. La Chambre des députés déclare les organisations Coordinadora Arauca Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafchenque et Huaychan Auca Mapu comme des associations illégales à caractère terroriste et demande à son Excellence le Président de la République de les poursuivre conformément aux dispositions de la loi 18-314 relative aux agissements terroristes. Résolution 135 du 31 mai 2022. Mais en quoi consiste exactement le mouvement de libération des Mapuches? Quel territoire revendiquent-ils et quels sont leurs arguments pour justifier leur action armée?
En fait, ils cherchent à récupérer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Wallmapu. C'est le territoire qui recoupe le centre du Chili et de l'Argentine. Une zone qui divise littéralement les deux pays en deux. Même que la capitale Santiago de Chile appartiendrait à ce territoire. Peut-on réellement imaginer ces deux pays littéralement scindés en deux et avec une nouvelle capitale chilienne? En tout cas, certains ont pris les armes pour y parvenir. En 2017, la situation avait dégénéré en une vague de violence sans précédent et avait forcé les gouvernements de Mauricio Macri en Argentine et de Michelle Bachelet au Chili à s'accorder et à lutter ensemble contre les foyers de violence. Sebastián Piñera, vainqueur des élections présidentielles chiliennes cette même année, avait promis d'appliquer la loi antiterroriste et de gérer la situation avec une poigne de fer. Et c'est comme ça que le conflit a commencé. 31 mars 2012, des micro-entrepreneurs propriétaires des camions incendiés en Araucanie. Nous sommes ruinés et terrifiés. Janvier 2013, les conflits mapuche enflamment le Chili. Novembre 2014, un groupe mapuche revendique la responsabilité des incendies à Bariloche et déclare la guerre au Chili et à l'Argentine. Et puis, ça s'est enchaîné. 8 octobre 2017, Piñera affirme que la Coordinadora Arauca Mayeco est une organisation terroriste et qu'elle est financée depuis l'étranger. 20 juillet 2018, Mauricio Macri, sous les conflits mapuche. Personne ne peut se croire au-dessus des lois. 25 septembre 2018, le Chili annonce un plan pour apaiser les minorités mapuche. Aujourd'hui, on en est là. 18 juillet 2022, Chili, 20 véhicules incendiés lors d'une nouvelle attaque dans le cadre au conflit mapuche. Après de nouvelles attaques des groupes radicaux mapuche, des hommes d'affaires et des législateurs chiliens exigent une prolongation du déploiement militaire. La violence est susceptible de s'intensifier dans la zone mapuche. Salvador Millaleo, expert du conflit mapuche et ancien conseiller de Gabriel Boric, actuel président du Chili. En plus, le mouvement mapuche a progressivement pris une orientation anticapitaliste pour gagner le soutien des mouvements de gauche en Amérique latine. Le contrôle territorial doit être compris comme un processus à caractère autonomiste par rapport à l'État et à ses institutions et anticapitaliste. Communiqué du comité de coordination Arauco Mapuche, janvier 2019. Donc, la lutte pour récupérer le territoire mapuche est aussi devenue une lutte contre le néolibéralisme et le capitalisme international. Puis, en 2019 et 2021, la gauche prend respectivement la tête des gouvernements argentins et chiliens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Une gauche à la poigne surprenante. À une époque, on pensait que les gouvernements de gauche pourraient être tentés de conclure un pacte avec les groupes mapuches. Mais même si ces groupes sont idéologiquement à gauche, leurs revendications principales continuent de se heurter à la configuration même des États chiliens et argentins, d'où des faits divers comme celui-ci. 16 mai 2022, Gabriel Boric a de nouveau militarisé le sud du Chili face à une violence accrue. 20 mai 2022, le gouvernement chilien a averti que les forces armées répondraient en cas d'attaque pendant l'état d'urgence dans le sud. Juin 2022, état d'urgence renouvelé une nouvelle fois à la Araucanie et dans les provinces d'Arauco et de Biobío. À la surprise de beaucoup, le président chilien de gauche, Gabriel Boric, a décidé de poursuivre la politique de poigne de fer de Sebastián Piñera. Paradoxalement, ça contraste avec ses propositions annoncées lors de son investiture le 11 mars. Ce qui se passe à l'Araucanía est un conflit entre l'État chilien et un peuple qui a le droit d'exister. Et la solution n'est pas et ne sera pas la violence. Gabriel Boric, président du Chili. Depuis, Boric, il a complètement retourné sa veste. S'ils veulent utiliser les revendications des peuples autochtones pour couvrir ou déguiser le crime organisé, le trafic de drogue ou d'autres actes criminels, la réponse du gouvernement sera claire, emphatique. Le gouvernement poursuivra sans relâche son effort de recherche des responsables. Itzá Siches, ministre de l'Intérieur du Chili. Ok pour le Chili, mais qu'en est-il de notre adversaire le plus redoutable au football, l'Argentine ? Entre la crise politico-économique et la fragmentation du gouvernement, l'autonomie mapuche ne semble pas constituer la préoccupation principale du président Fernandez. Mais comme la proportion de mapuches dans la population argentine est beaucoup plus faible qu'au Chili, le risque est beaucoup moins élevé. Il concerne 20 fois moins de personnes. Côté chilien, c'est une autre histoire. Pour de nombreux analystes, si rien ne change, la situation actuelle autour du conflit mapuche pourrait donner lieu à une vague de violence bien plus grave. Maintenant, à toi. Déjà, est-ce que tu étais au courant de ce conflit ? Quelle solution permettrait de régler le problème ? L'Argentine et le Chili pourraient-ils perdre le contrôle de la situation ? Réponds en commentaire et ouvre le débat. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de la partager et surtout abonne-toi. Merci d'être là, muchas gracias, à la prochaine sur Diplo, hasta pronto.